Bonjour à tous. Je remercie l'Institut des actuaires pour l'organisation du webinaire. Je remercie également les personnes qui sont présentes pour cette présentation. En quelques mots sur moi, je m'appelle François Hu, je suis docteur en mathématiques appliquées et je suis actuellement en postdoc à Montréal. Donc, avant de commencer la présentation de ma thèse, j'aimerais remercier mes encadrants de thèse, Caroline Hilleret, Romuald Dely et Marc Juillard, ainsi que mes collègues de l'ENSAE, de l'Université Gustave Eiffel et du Total Lab de Société Générale Assurance pour leur aide et collaboration sur plusieurs de mes projets. Donc, c'était grâce à toutes ces personnes que j'ai pu avoir l'honneur de recevoir le prix Score des jeunes docteurs 2022. Donc, euh, commençons, commençons du coup cette présentation. Ma thèse s'intitule Contribution à l'apprentissage semi-supervisé. Donc, je parle d'équité et d'étiquetage dans les problèmes à classe multiple. Nous allons donc parler, entre autres, de deux domaines très importants de cette thèse, l'équité et l'étiquetage. Donc, voici le sommaire de ce webinaire. Je vous présenterai une brève introduction afin de bien comprendre les défis qui entourent cette thèse. Les deux défis que je développais, et ensuite je développerai les deux défis, donc l'étiquetage dynamique et l'équité dans la classification multiclasse. En dernière partie, donc une conclusion pour résumer certaines de mes contributions et quelques extensions de mes études. Cette thèse mêle plusieurs domaines des mathématiques appliquées, dont l'apprentissage statistique, le contrôle stochastique et l'optimisation. Donc ici, voici un schéma très simplifié d'un processus d'apprentissage statistique. Nous avons un modèle d'apprentissage qui est entraîné sur une base de données. Et une fois entraîné, le modèle peut donner des prédictions ou autrement dit, des inférences. Afin d'avoir des prédictions en fait, qui sont précises et robustes, ce schéma doit vérifier certaines conditions. Nous devons avoir des données massives, de bonne qualité et bien sûr des données labellisées pour pouvoir avoir un modèle d'apprentissage de plus en plus précis. De plus, si les données ne sont pas biaisées, alors nous pouvons espérer avoir des prédictions aussi non biaisées. Donc, pour bien comprendre tout ça, donnons quelques exemples en assurance. Donc, ici, je vais vous donner quelques exemples. Les algorithmes de machine learning, donc d'apprentissage statistique, peuvent, entre autres, aider à catégoriser des photos de voitures endommagées. Nous pouvons aussi prédire certaines caractéristiques des clients à l'aide des données télématiques, c'est-à-dire des voitures connectées. Et aussi, on peut utiliser le machine learning pour détecter la conformité des documents textuels, par exemple, comme par exemple la conformité GDPR pour protéger les données personnelles des clients. Pour la mise en place de ce genre de processus, c'est loin d'être évident et nous avons besoin de considérer certains défis, notamment deux. Donc, le problème d'étiquetage et le problème d'équité. Donc, pour le problème d'étiquetage, comme les organismes d'assurance possèdent une grande masse de données qui sont à la fois non structurées et non étiquetées à cause du coût et du temps que cela peut engendrer. Par exemple, les voitures endommagées, nous avons besoin des assureurs pour labelliser. Cela est donc coûteux et chronophage, surtout si nous avons besoin de plus de 10 000 images labellisées, par exemple. Donc, le deuxième défi est le problème d'équité. Par exemple, l'exemple de la tarification en assurance, depuis fin 2012, les assureurs ne peuvent plus différencier leurs tarifs entre les hommes et les femmes. Mais en fait, en pratique, lorsque nous utilisons les outils statistiques comme le machine learning, même si lors de l'entraînement, nous enlevons l'attribut sensible genre, ce dernier peut
être très corrélé avec d'autres caractéristiques. Donc, même si lors de l'entraînement, on enlève cet attribut-là, le modèle peut faire ressortir cette caractéristique sensible. Cette thèse propose donc des méthodes statistiques pour résoudre ces deux défis. Donc, en particulier, le premier défi est donc d'entraîner un modèle de machine learning avec un budget d'étiquetage limité. Et le deuxième défi est de garantir l'équité algorithmique dans les problèmes multiclasses. Donc, commençons avec le premier défi. Voici quelques idées pour le premier défi. En un, nous pouvons penser par exemple à la labellisation en parallèle, c'est-à-dire avoir plusieurs experts pour labelliser les données non étiquetées. Donc ici, par exemple, nous avons des données non labellisées que nous appelons tout au long de cette présentation le pool set, qui est échantillonné et labellisé par des oracles, donc des experts humains, qui peuvent étiqueter du coup chaque instance qu'on leur donne. Ensuite, après mise à jour donc, des données labellisées, donc ce sont des données d'entraînement qu'on va donner au modèle d'apprentissage. Donc, le modèle d'apprentissage va être entraîné sur ces données d'entraînement. Ce processus a l'inconvénient d'être coûteux et long. Donc, passons à une deuxième idée, c'est l'apprentissage semi-supervisé. Donc, la deuxième stratégie serait de laisser le modèle de machine learning choisir et labelliser les données lui-même. Plus précisément, le modèle va venir labelliser les observations qu'il est suffisamment sûr de sa classe, donc enrichissant ainsi les données d'entraînement. Et on réitère ce processus jusqu'à, par exemple, épuiser toutes les données non étiquetées. Donc, ce processus a un grand inconvénient, c'est qu'il génère des pseudo-labels, c'est-à-dire des labels qui sont peut-être faux. Ainsi, la stratégie que nous avons choisie est l'apprentissage actif, ou active learning en anglais, qui considère un compromis entre les deux stratégies précédentes, donc l'étiquetage en parallèle et l'apprentissage supervisé. En effet, le processus d'active learning consiste à laisser le modèle sélectionner les données les plus informatives. Donc, nous verrons plus tard ce que ça veut dire cette informativité. Donc, les données les plus informatives à labelliser, à contrario de ce qu'on appelle l'apprentissage passif, qui sélectionne aléatoirement les données à étiqueter. Par exemple, ici, l'étiquetage en parallèle, l'échantillonnage considéré ici, et généralement de l'apprentissage passif, c'est-à-dire qu'on échantillonne aléatoirement les données à labelliser. Donc, voici un exemple dans le cas multiclasse avec l'entropie de Shannon, qui est peut-être la stratégie la plus utilisée en pratique. Donc, ici, nous avons les 4 étapes que nous avons vues tout à l'heure dans le schéma, où on entraîne un modèle qu'on appelle H, par exemple, sur le train set, donc les données d'apprentissage, les données labellisées, entre autres. Donc ensuite, en deuxième étape, nous utilisons l'entropie de Shannon, qui permet en fait de sélectionner les observations dont la prédiction n'est pas certaine. En d'autres termes, on labellise dans la région d'incertitude du modèle. Et le step 3, l'étape 3, eh bien, montre que en fait, le feedback qui va être donné par un expert humain permettrait d'améliorer normalement, considérablement la performance du modèle. Donc, voici un exemple parlant à droite avec des gaussiens. On a un gaussien bleu en haut et un gaussien rouge en bas. Les points coloriés correspondent au trend set, tandis que les points gris correspondent au pool set, c'est-à-dire aux données qui ne sont pas encore labellisées. J'utilise ici une régression logistique comme hyperplan séparateur. Donc, ce sont les droites que vous voyez ici en gris.
Donc, ce hyperplan séparateur va essayer de séparer les points rouges des points bleus. Donc, il va tenir en compte seulement les points coloriés. Notons que, par exemple, ici, sur la petite vidéo, que pour l'apprentissage passif, nous notons que même après 100 labellisations, l'hyperplan est encore loin de la solution optimale qui pourrait se trouver environ ici. Pour, tandis que pour l'apprentissage actif, nous allons venir labelliser dans la région d'incertitude, c'est-à-dire dans l'intersection entre les deux gaussiens, en utilisant donc la stratégie anthropique du coup qui se trouve ici. Et nous notons qu'après quelques labellisations, le modèle converge déjà vers une solution optimale, à contrario de l'apprentissage passif. Donc, en effet, pour ces données synthétiques, l'apprentissage actif ne nécessite que quelques itérations pour converger, à contrario de l'apprentissage passif. Juste un petit bémol, donc pour des personnes qui, du coup, j'ai oublié de mentionner un peu au début de la présentation. Donc, je vais faire la présentation du coup qui va durer environ peut-être 30-40 minutes. Et ensuite, vous pouvez poser toutes vos questions donc, sur le chat. Et ensuite, je répondrai à vos questions donc, à la fin de la présentation. Du coup, après la présentation de l'apprentissage actif, vous vous posez peut-être la question suivante. Est-ce que ça marche pour des données réelles? Eh bien, la réponse est oui. J'utilise ici les données NPS, c'est-à-dire donc le Net Promoter Score de la Société Générale d'Assurance pour faire de l'analyse des sentiments. Donc, ces données contiennent un regroupement de scores entre 0 et 10 donnés par les clients sur un produit d'assurance. En particulier, cette base de données contient des commentaires clients qu'on appelle verbatim qui expliquent en fait ce score. Donc, 10 pour dire que le client est très satisfait et 0 pour dire qu'il n'est pas très satisfait et qu'il ne recommanderait pas un ami, par exemple. Donc, ces verbatims sont encodés par un doc2vec afin d'avoir des représentations numériques au final. Donc, pour le processus d'apprentissage actif, nous utilisons le XGBoost pour l'apprentissage et l'entropie de Shannon présentée dans le slide d'avant pour l'échantillonnage. À chaque itération d'apprentissage actif, au lieu d'échantillonner instance par instance, ce qui est normalement la solution la plus optimale, nous échantillonnons B instance par B instance. Donc, B qui est entre 50, 100 ou 200. Donc, cette expérimentation est illustrée dans le graphique de droite. Donc, voici les résultats. Ce graphique présente l'évolution de la performance en termes de AUC-ROC en fonction de la taille du trendset pour les stratégies d'active learning, donc d'apprentissage actif en orange, et d'apprentissage passif en bleu. Nous remarquons que du début jusqu'à la fin de l'expérience, toutes les stratégies d'active learning, quelle que soit la taille du batch, performent mieux que les stratégies d'apprentissage passif. Pardon. En effet, ici, la taille des bases de données est autour de 25 000. Donc, nous avons 25 000 verbatims. Et pour l'apprentissage actif, il suffit de 5 000 données étiquetées pour que les stratégies d'apprentissage actif convergent vers la performance finale. Nous avons donc un facteur de 5. On est donc, en d'autres termes, 5 fois plus performant que le passive learning. Donc, la question suivante se pose. Tout à l'heure, j'ai mentionné le fait que si on vient échantillonner instance par instance, on a normalement une solution qui est plus optimale.
pourquoi j'ai décidé ici de labelliser par batch. Donc, la réponse est plutôt simple, c'est que si on labellise par batch, eh bien, c'est assez utile en pratique pour l'étiquetage en parallèle, c'est-à-dire si nous avons beaucoup d'annotateurs, d'experts humains pour annoter, eh bien, c'est assez pratique d'avoir un batch de sélection plutôt qu'une instance. Et en plus, deuxième raison, c'est que cela permet d'éviter le coût des délais de réapprentissage. Donc, il faut savoir que les modèles de machine learning deviennent en ce moment de plus en plus complexes, avec de plus en plus de paramètres qu'on doit essayer de calibrer. Et en fait, ce calibrage, donc c'est la phase d'entraînement qui peut être très très long. Donc, dans certains cas, nous pouvons par exemple avoir un entraînement de un jour ou même donc de quelques heures ou même voire de un jour entier. Et on ne veut pas en fait attendre ce délai de réapprentissage pour pouvoir rééquiper de nouveau derrière. C'est pour ça qu'en pratique, on veut plutôt avoir ce mode de batch. Et on appelle donc cette méthodologie le batch mode active learning. Donc, pour ces raisons, mon objectif dans cette thèse est de trouver une séquence de taille de batch BT avec un compromis entre la maximisation de la performance du modèle et la réduction du nombre d'itérations d'active learning. Donc, j'appellerais cette stratégie le Dynamic Size Batch Mode Active Learning. Et juste un petit point, c'est que nous allons considérer ce Batch Mode Active Learning, donc le BMAL, comme un processus de décision markovien par la suite. Donc, voici la dynamique des processus qu'on va considérer. Ici, WT est le mouvement brownien. Et QT donc, correspond à la performance du modèle qui se situe dans 0,1, qui va dépendre de la volatilité et du drift. Donc, et nous avons le grand BT qui correspond à la taille du trendset et qui va dépendre en fait de petit BT, qui est tout simplement la taille du batch de sélection à l'instant T. Donc, ainsi, nous posons en fait un problème d'optimisation. Et le problème d'optimisation qu'on va poser est le suivant. Donc ici, nous avons V0, donc la fonction valeur, qui va dépendre de certaines quantités à déterminer. Donc nous avons eu la fonction d'utilité qui va modéliser en fait la version au risque du modèle étiquetage performance. Nous avons aussi une autre quantité, c'est le C, qui est un coût qui est supposé convexe par rapport au batch. Donc ici, on a cette fonction valeur traduit le fait que si on labellise beaucoup, eh bien, on a tendance à vouloir en fait, maximiser en fait, ce UQT. Donc, on veut avoir une meilleure utilité. Mais par contre, si la taille du batch est trop grand, alors nous avons le moins CB qui permet de limiter ça pour éviter qu'on en labellise trop. Parce que si on en labellise trop, ça va venir influencer sur la qualité du modèle. Donc, on va avoir une moindre performance. Donc ici, les paramètres mu et sigma sont déduits par analyse numérique que vous pouvez voir dans mon manuscrit. Mu et sigma seront proportionnels au petit b sur grand B. Et le coût et l'utilité vont être des fonctions de puissance standard. Donc ça, ce sont des paramètres que nous pouvons calibrer en fonction du coût du besoin métier. Donc, par manque de temps, j'ai malheureusement décidé de vous montrer qu'un aperçu de la résolution mathématique de ce problème. Donc, pour les personnes qui sont intéressées par ces preuves, toutes les preuves se trouvent dans mon manuscrit.
que je vous donnerai donc à la fin. Donc ici, nous allons reformuler en quelques mots, nous allons reformuler la fonction valeur de façon dynamique pour pouvoir l'appliquer par la suite. Ce principe de la programmation dynamique se traduit par l'équation AJB qui est donnée ici, donc qui est tout autre qu'un sup de tous les B qu'on considère entre 0 et l'étiquetage restant, donc d'un terme que nous appelons A et qui vaut 0. Nous avons ces conditions bord. Donc, ici, le batch optimal consiste à trouver l'unique petit b qui vérifie en fait cette équation. Numériquement, deux étapes sont faites pour trouver le batch optimal selon la dynamique QB. En un, nous discrétisons le domaine où vit le couple QB et nous discrétisons aussi A par ce qu'on appelle la différence finie. Donc, grâce à ces conditions au bord, nous utilisons l'induction rétrograde via l'algorithme de Dewar, ce qui nous donne les résultats suivants. Donc, la figure A nous présente un heatmap des valeurs de B optimales. Donc, je rappelle que B est le batch, la taille du batch à l'instant T, par rapport au processus, donc grand B et grand Q. Nous observons que peu importe la performance de départ, donc, qui se trouve ici, nous devons labelliser moins au début avant de choisir des batchs plus grands au milieu du processus d'apprentissage actif. Et à la fin du processus, si le modèle n'est pas performant, alors on se situe ici, alors il faut labelliser moins de données, tandis que si le modèle est plus performant, alors on peut essayer de relâcher un peu et d'en labelliser plus. La figure B et C montre que ma stratégie optimale, donc qui est tracée en bleu, est plus performante que les autres stratégies donc qu'on appelle déterministes. En effet, la figure B montre que la stratégie avec les plus petites tailles de batch, c'est-à-dire lorsque B vaut 5, seulement celui-là est compétitif avec notre stratégie optimale. Mais il nécessite, pour cette stratégie déterministe, beaucoup plus d'itérations d'apprentissage actif, comme montré dans la figure C, où on regarde la performance du modèle en fonction du temps. On voit qu'il faut, pour la stratégie déterministe, beaucoup plus d'itérations que notre stratégie optimale. Ainsi, nous avons, du coup, je vous ai... donc, c'est la fin du défi numéro 1, d'essayer d'entraîner un modèle de machine learning avec un budget d'étiquetage limité. Donc, mes contributions sont les suivantes. Je donne donc des analyses numériques qui présentent ce que j'appelle dans mon papier le Dynamic Size Batch Mode Active Learning, qui est une stratégie optimale d'étiquetage qui va venir réduire considérablement le nombre d'itérations d'apprentissage actif, tout en gardant une assez bonne performance du modèle. Donc, le but à la fin, bien sûr, c'est d'améliorer les conditions d'étiquetage pour les experts humains. Passons maintenant au défi numéro 2, c'est-à-dire garantir l'équité algorithmique dans les problèmes multiclasses. Donc, introduisons la définition de l'équité dans la classification multiclasse, posant ici le triplet X, S et Y, X étant les variables, S étant la variable sensible que nous voulons rendre équitable, et Y le label. Ici, nous considérons que la variable sensible est binaire, donc par exemple le genre homme-femme, ou sinon en termes d'âge, du coup, majeur ou mineur, etc. Et on considère que ce S suit une distribution qu'on appelle PS.
Donc, définissons formellement la définition d'équité ou de fairness, donc en anglais. En particulier, nous étudions la parité démographique, qui consiste à dire que G est exactement équitable si la probabilité de euh, la probabilité que la prédiction vaut K, sachant S égale à 1, vaut la probabilité que la prédiction est égale à K pour S qui vaut moins 1 pour toutes les classes. Donc ici, ça veut dire que on veut, entre autres, donc de manière fréquentiste, d'avoir un taux d'acceptation qui est le même que le taux d'acceptation avec un S qui vaut moins 1. Donc, euh, cette, le classifieur G peut être dit approximativement équitable si, si lorsqu'on pose un epsilon qui est supérieur ou égal à 0, la valeur absolue de la différence des probabilités, sachant donc S égale à 1 ou S égale à moins 1, est inférieure ou égale à epsilon. Donc là, je me dis juste que la différence entre ces deux termes doit juste ne pas dépasser un certain epsilon. Donc, un exemple d'inéquité serait, par exemple, ici à droite, lors d'un entretien d'embauche, pardon, si le taux d'acceptation des femmes n'est pas le même que le taux d'acceptation des hommes. Donc là, on dit qu'on est en DP unfair. Donc ça veut dire que c'est inéquitable, qui n'est pas équitable par rapport à la contrainte de parité démographique. Donc, par manque de temps dans cette présentation, je vais juste présenter seulement le cas de l'approximativement équitable. Donc, encore une fois, pour les personnes intéressées, toutes les études sur l'exactement équitable se trouvent dans mon manuscrit. On peut se poser la question suivante. Dans le schéma d'apprentissage statistique que je vous ai montré en introduction, où est-ce qu'on peut réduire en fait ces biais algorithmiques? Eh bien, la réponse est la suivante. Nous avons trois choix possibles donc, dans la littérature classique. Nous pouvons réduire les biais soit dans les données, donc on appelle ça une technique de pré-processing, soit on peut réduire les biais lors de l'entraînement du machine learning, c'est ce qu'on appelle une technique de in-processing, ou soit après l'entraînement de machine learning, donc on appelle ça le post-processing. Donc, notons que la plupart des travaux sur l'équité algorithmique sont des tâches binaires ou de régression. Et c'est pour ça que la contribution majeure de cette présentation, c'est de proposer de renforcer l'équité algorithmique en multiclasse avec une stratégie post-processing. Donc, on vient venir modifier directement les scores entraînés du modèle. Donc, avant de poser formellement notre objectif, donnons quelques notations. Donc, nous appelons le risque de mauvaise qualification pour un classifieur G, R de G, qui est la probabilité que la prédiction soit différente du label. Nous avons donc les scores, donc qu'on note PK. Et ensuite, nous avons le classifieur de Bayes qui minimise le risque, c'est-à-dire que le classifieur optimal serait tout simplement l'argmax en fait, de tous les scores. Donc, dans cette configuration, notre objectif consiste à la fois minimiser le risque, donc d'avoir une meilleure performance prédictive, et aussi garantir l'équité, c'est-à-dire pour toutes les classes, nous voulons avoir le même taux d'acceptation indépendamment en fait, de S égale à 1 ou S égale à moins 1. Donc, on appelle en fait cet ensemble le G epsilon pair. Donc, avec cet objectif, nous pouvons remarquer que nous avons une minimisation sous contrainte d'équité. Donc, qui dit minimisation sous contrainte dit qu'il est naturel de considérer le Lagrangien du problème. Et c'est ce que nous avons fait. C'est que nous avons considéré son Lagrangien
qui est tout simplement le risque plus une combinaison linéaire des contraintes avec les lambda. Et j'appelle ce risque le epsilon risque équitable, ou tout simplement le risque équitable. Donc, ça y est, nous avons toutes les notations que nous voulons pour pouvoir procéder à la proposition suivante. Donc, nous allons présenter ici le prédicteur équitable optimal. Donc, nous notons que nous avons besoin d'une hypothèse de départ pour que la proposition d'en bas puisse fonctionner. C'est l'hypothèse de continuité. Donc, ici, pour tout petit t, nous voulons que la probabilité de la différence de tous les scores, ça soit considéré continu. Nous remarquons que, par contre, en pratique, cette hypothèse est complètement satisfaite en juste donnant une petite perturbation uniforme sur les scores. Donc, soit H, du coup, une valeur qui dépend de lambda 1 et lambda 2. Donc, je rappelle que lambda 1 et lambda 2 sont les paramètres associés au Lagrangien. Donc, on a le H de lambda 1, lambda 2 qui vaut ça. Et nous avons la proposition suivante, c'est que sous l'hypothèse de continuité, eh bien, si nous définissons lambda étoile 1 et lambda étoile 2 par une armine de ce H lambda 1, H lambda 2, alors si le G étoile epsilon fer appartient à l'armine du risque sous contrainte d'équité, donc ça, c'est tout simplement l'objectif que je vous ai montré tout à l'heure, eh bien, G étoile epsilon fer appartient à ça, si et seulement si G étoile epsilon fer appartient à l'armine du risque équitable, donc où on n'a pas vraiment de contrainte, où on a relâché la contrainte. De plus, en fait, si on pose, si trouver ça revient à trouver ça, alors la proposition nous dit que le G étoile epsilon fer de xs, donc x étant la variable, s étant la variable sensible, n'est tout autre que l'argmax des scores qui sont modifiés. Donc, on avait le score PK, donc qui sont les scores issus du coup d'un prédicteur optimal pour un risque sans contrainte, qui est modifié donc par PS, qui est une distribution sur S, par S et les lambda étoiles. Donc, à contrario du prédicteur optimal sans contrainte d'équité, tous les scores ici ont été modifiés avant de faire un argmax. Et enfin, donc ça, c'est le gros résultat que nous avons ici, c'est que ce G étoile va donc minimiser le risque, et d'autre part, il est équitable par rapport à S, donc S qui est l'attribut sensible. Avec cette proposition, nous pouvons donc proposer un estimateur plugin, c'est-à-dire nous allons juste remplacer toutes ces quantités par sa version empirique. Et nous avons ici choisi de faire une approche semi-supervisée, c'est-à-dire qu'on va utiliser les données étiquetées et les données non étiquetées. Donc ici, les données étiquetées vont être utilisées pour entraîner les estimateurs PK chapeau. Donc, c'est un estimateur, c'est la version donc empirique de P, donc des scores. Et ça, donc, les estimateurs, du coup, c'est par exemple le random forest, le SVM, etc. Donc, toutes les techniques classiques en machine learning. Et nous utilisons une randomisation trick, c'est-à-dire que nous allons juste venir faire une petite perturbation uniforme pour avoir cette hypothèse de continuité que nous avons besoin, en fait, théoriquement, pour avoir cette proposition. Nous utilisons ensuite aussi les données non étiquetées. Donc, ces données non étiquetées pour venir calibrer la fréquence empirique PS chapeau comme estimateur de PS, bien sûr. Ainsi, avec tous ces éléments en jeu,
nous avons un estimateur post-processing. Donc, si lambda 1 chapeau et lambda 2 chapeau est l'arming de la version empirique de H, alors G étoile epsilon, non, G hat, G chapeau epsilon, pardon, de XX n'est tout autre donc que l'argmax des scores donc modifiés. Donc, ici, nous pouvons nous dire, est-ce qu'avec cet estimateur plugin, nous avons de bons résultats d'une part théorique et ensuite appliquée? Eh bien, on va voir les deux. Ici, je vous propose en fait des garanties théoriques qui se trouvent donc dans mon manuscrit. C'est que si nous posons la mesure d'iniquité suivante, donc le UG qui correspond au max des cas en valeur absolue des différences de probabilité de prédiction, sachant S égale 1 ou S égale à moins 1. Donc ça, c'est la mesure d'iniquité. Eh bien, nous avons le théorème suivant. Donc, nous avons d'une part la garantie universelle d'équité qui nous dit que l'estimateur plugin est asymptotiquement équitable. Donc ici, la valeur absolue de l'espérance de la mesure d'équité moins le epsilon est inférieure ou égale à une constante divisée par la racine carrée de grand N étant le nombre de données non étiquetées. Donc, nous avons aussi une deuxième observation pour ce point, c'est que ce résultat donc, fonctionne avec tout estimateur. Le deuxième point du théorème, c'est la consistance. Donc, ici, nous avons la consistance du modèle, c'est-à-dire que G chapeau performe asymptotiquement aussi bien que G fer en termes d'équité et de précision. Donc, avec ce prédicteur optimal, ainsi que l'estimateur associé, et avec les garanties théoriques, nous pouvons passer aux résultats numériques. Donc, ici, donnons d'abord quelques résultats sur des données synthétiques que j'ai créées ici. Donc, pour tout cas, ici, les données synthétiques n'est tout autre qu'un mélange gaussien, en fait, avec une contamination de Bernoulli. C'est-à-dire que nous avons une variable P qui va mesurer en fait, le biais historique qui se trouve dans le dataset. Et le grand K, comme tout à l'heure, représente le nombre de classes. L'avantage avec ces données synthétiques, c'est que nous pouvons théoriquement montrer en fait l'iniquité d'un modèle du coup non équitable sur ce dataset, qui est tout autre que 2 sur K multiplié par 2P moins 1. Donc, lorsque P vaut 0,5, ça veut dire que le dataset est complètement équitable. Si P vaut 0 ou 1, ou proche de ces deux bornes, alors ça veut dire que le dataset n'est pas du tout équitable. Donc ici, le modèle d'apprentissage utilisé sont les forêts aléatoires, le random forest. Et pour que empiriquement nous puissions mesurer l'unfairness, l'iniquité, nous utilisons la version empirique de la mesure d'iniquité que je vous ai montrée ci avant. Donc, la figure ici à gauche illustre l'évolution du modèle de random forest avec différentes valeurs d'epsilon en fonction du degré d'iniquité P. Donc, quand P vaut 0,5, donc ici, le dataset est équitable. Donc, nous avons les mêmes performances entre chaque modèle. Quand P augmente, le dataset, comme je l'ai dit tout à l'heure, devient inéquitable. Et nous notons que le modèle avec epsilon qui est égal à 0, c'est-à-dire la courbe bleue, reste équitable, tandis que le modèle sans contrainte, donc la courbe en orange, reste très inéquitable, il n'est pas du tout équitable. Pardon. Notons de plus qu'avec la contrainte d'équité, la précision du modèle en fait, va diminuer. Le paramètre, en fait, ce paramètre epsilon
permettrait donc de trouver en fait un bon compromis entre iniquité et accuracy, comme montré en fait dans la figure à droite. Donc, montrons l'efficacité du modèle sur des données réelles et plus précisément dans le cas binaire pour l'instant. Donc ici, nous allons utiliser en fait deux datasets, drug et crime. Donc, drug est une base de données qui contient en fait des informations démographiques telles que l'âge, le genre, le niveau d'éducation, ainsi que des mesures de traits de personnalité, qui sont en fait censées influencer la consommation de drogue. Donc, la tâche consiste à prédire en fait la consommation de cannabis en soit deux catégories, consommation ou non, ou soit en quatre catégories. Donc, est-ce que tel individu a consommé de la drogue au cours de l'année écoulée, au cours des 10 ans, n'a pas consommé ou a consommé dans les 5 ans. Et ici, pour drug, l'attribution cible est binaire et c'est le niveau d'éducation en fait, de l'individu. Donc, s'il a obtenu un diplôme universitaire ou non. L'autre dataset est crime. Donc, c'est une base de données qui contient en fait des données socio-économiques sur des communautés qui se trouvent aux États-Unis. La tâche consiste à prédire le nombre de crimes violents pour 105 habitants que nous divisons en fait en résultats binaires ou multiclasses. Ici, c'est un résultat binaire. Donc, l'attribut sensible et la couleur de peau dans le cas du crime. Donc, dans le cas binaire, nous avons dans la littérature en fait beaucoup de méthodologies d'équité, dont l'affaire adversariale qui est sortie en 2018, qui est une technique pour le coup de in-processing qui est spécifiquement utilisée sur les réseaux de neurones. Donc nous allons donc comparer avec leur méthodologie à eux dans le cas binaire. Les figures à droite illustrent en fait le compromis entre équité et précision des différentes méthodologies moyennant sur 30 simulations. Et nous observons que notre epsilon fer, donc notre méthodologie epsilon fer, reste tout le temps meilleure que le fer adversarial. Donc, on est toujours au-dessus et en plus, nous avons une plus faible variance en termes de unfairness ou en termes de accuracy. Donc, juste pour ici, l'accuracy, plus on est haut, plus mieux c'est, et l'unfairness, plus on est bas, mieux c'est. Donc, le meilleur compromis serait en fait tout en haut à gauche. Et bien sûr, pour toutes ces expérimentations, vous avez ici le QR code qui vous envoie sur le lien de mes codes et expérimentations. Ici, on fait la même analyse, mais avec différents benchmarks et différents modèles. Donc ici, toujours dans le cas binaire, nous avons fair learn et fair projection. Donc fair learn qui est sorti en 2018, qui est en fait le state of the art dans le cas binaire, et le fair projection qui est sorti il y a à peine quelques mois, donc qui est sorti dans NeurIPS 2022, qui est sorti il y a quelques mois et que nous avons donc pour ce slide eu le temps en fait de comparer avec leur méthodologie. Les modèles d'apprentissage utilisés est la régression logistique, le random forest et le XGBoost. Donc, et nous observons en fait que nous sommes en fait tous assez compétitifs par rapport aux autres benchmarks dans le cas binaire. Donc, nous avons notre méthodologie à chaque fois en vert et nous avons donc le fair learn qui est en orange et le fair projection qui est en bleu. Donc, ça veut dire que dans le cas binaire, notre méthodologie en fait multiclasse reste toujours très compétitif donc pour ces datasets réels. Donc, attaquons maintenant le cas multiclasse. Ici, les modèles utilisés sont donc du coup la régression logistique, le random forest et le XGBoost. Et le benchmark utilisé est le fair projection, donc qui est sorti il y a quelques mois dans NeurIPS 2022 et qui
aussi attaque dans des problèmes multiclasses, mais on peut observer que notre méthodologie reste plutôt meilleure que dans le cas lorsque epsilon est faible. Donc, lorsqu'on veut de l'iniquité du coup exacte, de l'équité exacte, pardon, eh bien, on reste meilleur que leur stratégie. Donc, voici un résumé de mes défis et contributions. Pour le premier défi, j'ai donc proposé des stratégies pour améliorer les conditions d'étiquetage pour les experts humains. Et pour le deuxième défi, j'ai proposé une règle de classification équitable optimale sous la contrainte de parité démographique. Vous vous demandez peut-être si nous pouvons intégrer la méthodologie d'équité dans le processus d'apprentissage actif. Et la réponse est oui. Et donc, nous avons en effet mis ensemble du coup le défi 1 et 2 qu'on a appelé le Fair Active Classifier, qu'on a testé sur des données d'assurance, et je vous renvoie donc directement sur le papier qu'on a sorti en 2021 à ce sujet. En termes de perspective, nous voulons en fait étendre ces résultats, donc pas seulement en classification multiclasse, mais en classification multilabel, donc en changeant le risque. Donc, on ne va plus considérer le risque de mauvaise classification, mais plutôt le risque L2 pour la classification multilabel. Et bientôt, normalement dans les prochains mois, on aura un package en fait sur Python qui va utiliser l'équité algorithmique en multiclasse. Pour les personnes intéressées, vous pouvez trouver ici les QR codes donc, qui vous dirigent vers mon manuscrit, mes slides et ma page perso. À noter que toutes les preuves des théorèmes ainsi que les expérimentations supplémentaires que j'ai pu faire se trouvent dans mon manuscrit ou dans ma page perso. Donc, merci pour votre attention et j'espère que cette présentation vous a plu. Vous pouvez me poser vos questions directement sur le chat. Je suis donc bien sûr à l'écoute pour toutes vos questions. Bon. Ben, apparemment, il n'y a pas vraiment de questions. Ben, je vous remercie du coup d'avoir assisté à cette présentation. Donc, j'espère vraiment que cette présentation vous a plu. Donc, merci pour donc, votre attention et passez une bonne journée. Merci à vous.